Sans plus attendre, je vous demande d'applaudir très fort Monsieur Clovis Cornillac. Merci beaucoup déjà d'être venu. Le film sort dans plus d'un mois, donc votre curiosité et votre envie d'aller au cinéma, c'est extrêmement touchant. Merci beaucoup, merci encore une fois. Et si vous avez, je sais pas, des questions... Ah, il va y avoir des questions, j'en suis sûr. Des réponses. Mais avant, j'aimerais vous remercier pour votre fidélité avec Aix-en-Provence, parce qu'à chaque fois, on a le plaisir de découvrir en avant-première vos films ici même, donc c'est moi qui vous remercie. Bon, bah, top, on se remercie. Et des questions et des remarques, effectivement, il va y en avoir. Et madame. Bonsoir, je suis encore émue, en fait. Voilà, c'est le film, je ne m'attendais pas à être autant émue. Merci beaucoup, j'ai pas vu le temps passer. Et j'ai un petit message de la part de mon équipe. Je travaille dans une maternelle, elle était jalouse que je vienne ce soir. Donc elle me passe le bonsoir et on racontera que le film est vraiment merveilleux. Merci beaucoup. Eh ben, merci à vous et puis vous saluerez bien tout le monde à la maternelle. C'est à peu près mon niveau scolaire. Les petits, bon. Oui, les petits sont peut-être un peu petits. Oui. Mais voilà, j'ai à peu près le même âge que... Mais en tout cas, merci beaucoup. Mais merci, c'était vraiment, je suis encore émue. Merci beaucoup. Top. Merci madame. Ah, une autre... le micro arrive. On vous écoute. Bonsoir. Déjà, moi c'est pareil, je suis un peu émue et j'ai souvent pas trop les mots pour expliquer ce que j'ai vécu. Mais déjà, c'était un très beau film, donc merci. Et j'avais une petite question sur le personnage de Solange. Je me demandais si c'était un personnage qui avait réellement existé et si le concert était aussi un épisode réel qui vous a inspiré. Non. Non, mais dans le livre de Pierre, parce que c'est l'adaptation du livre de Pierre Lemaitre, et en fait, je trouve une de ses forces, c'est justement de basculer l'histoire, la petite histoire dans la grande histoire, et d'arriver à... Il n'est pas timide, et je trouve que le cinéma était aussi un espace dans lequel on a le droit de ne pas être timide. Et plus on y va, plus finalement ça nous parle, parce que y a quelque chose c'est exutoire, quoi. C'est un endroit, un espace voilà, où on a le droit de vivre ces émotions-là et de se dire tiens, cette femme elle fait ce geste-là à ce moment-là. C'est top, quoi. C'est vibrant. Mais non, ça n'a pas existé, ou en tout cas on n'est pas au courant. Et ça, c'est pas impossible. Alors, monsieur, à droite. Cher Clovis, bonjour, je suis toujours très heureux de vous voir ici. Et surtout que ce qui est formidable dans votre film, c'est que vous arrivez avec un scénario et un livre qui n'est pas de vous, à mettre vos propres thèmes dans le film, c'est-à-dire la défense du féminisme et la présentation des rapports sociaux entre les personnages. La scène d'ouverture est un morceau d'anthologie, parce que quand même, vous présentez tous les personnages et vous les présentez aussi individuellement et dans leurs rapports sociaux. Et on peut s'attacher à eux grâce à cette scène qui est un modèle de construction cinématographique, il me semble. Ensuite, je voudrais dire que, évidemment, il y a des acteurs tout à fait prodigieux, et notamment Jérémy Lopez, que je viens de voir au rond-point dans Max Linder. C'est une pièce fabuleuse, et si les gens peuvent aller la voir d'ici là, c'est remarquable. Tous les personnages sont extraordinaires, j'aurais une question à vous poser là-dessus. Et puis ensuite, je dirais la musique. Je dirais que la musique, finalement, vous faites de votre film un psaume. Et c'est un psaume qui raconte l'éternelle peine des hommes. Et c'est un film extrêmement féministe aussi, et bravo, quoi. Et comment vous les avez choisis tous voilà. Merci déjà, parce qu'il y a quand même... en tout cas, j'ai pris beaucoup de compliments, en fait, là-dedans.
c'est pas mal pour la soirée, c'est bien. Voilà, la maternelle, la jeune femme qui est là, c'est bien, je suis bien. Alors, je pourrais rebondir sur plusieurs choses. Les acteurs, quand on prépare un film, forcément on se dit qu'on va fabriquer son monde. Et là où Pierre Lemaître a été formidable et où c'est une vraie camaraderie qu'on a ensemble, c'est que quand je lui ai dit sur le scénario des choses à changer, que je désirais, ou j'avais envie, ceci, cela et tout, il m'a dit ne t'inquiète pas, demande-moi ce que tu veux, parce que de toute façon, moi mon livre il est écrit, mon métier c'est d'être écrivain, je suis très heureux de mon livre et maintenant tu vas faire ton film. Donc demande-moi ce que tu veux par rapport à ça. Donc ça c'était formidable de travailler avec quelqu'un qui avait cette élégance et j'aurais pas pu en vrai travailler autrement, mais il s'avère que le gars est là à cet moment-là. Donc derrière, quand j'ai attaqué à réfléchir ce qu'on appelle le casting, les acteurs pour jouer tel ou tel personnage, c'est une sorte de puzzle un peu complexe. Ça serait, je pense, difficile à résumer, de dire exactement comment on fait, parce que c'est des associations de choses. Ça devient à un moment où tu dis j'aime beaucoup cet acteur avec cette actrice. Est-ce que je crée l'équilibre que j'ai envie de créer? Est-ce que je vais choper ce que j'ai envie d'aller chercher chez eux? Ce qui était sûr, c'est que je voulais évidemment des acteurs, et quand je dis acteurs, c'est actrices, extrêmement talentueux, mais surtout prêts à travailler. C'est-à-dire que quand je fais un film, je suis tellement passionné par ce que je fais que à tous les chefs de poste, et du coup les acteurs aussi, j'essaye de les nourrir, de les emmener sur mon territoire. Et pour ça, il faut des gens qui soient extrêmement talentueux dans leur domaine, mais qui en plus aient la capacité à entendre et à se dire ok d'accord, on va aller plus loin, on va aller à cet endroit-là, ok d'accord. Et donc toute cette petite musique, pour la régler, il faut des gens qui soient au travail. Et alors Léa, on avait déjà travaillé ensemble, j'aime énormément cette actrice, et je savais que dans la subtilité, il y avait des choses que je pouvais aller chercher. Benoît Poulvorde, c'est un acteur que je connaissais aussi, qui est souvent, je trouve, sous-employé, qui peut être, on va dire, les gens vont dire compliqué, n'importe quoi et tout, parce qu'il est exubérant, mais c'est quelqu'un qui a une capacité, s'il est en confiance, il est à l'écoute. C'est quelqu'un qui a besoin de respecter les personnes pour qui il travaille, et à partir de ce moment-là, voilà, j'ai pu aller choper des choses que je trouve merveilleuses. Chez Gourmet, pareil, chez Jérémy Lopez, dont vous parliez à l'instant, qui est un énorme acteur, mais c'est des petites choses qu'on va aller chercher, c'est des petites articulations à l'intérieur. Fanny Ardant, qui est iconique, c'est pareil, mon idée c'était pas de prendre Fanny Ardant pour mettre Fanny Ardant. Ce qui était intéressant, c'est qu'elle ait envie de le jouer et que je puisse la diriger. Si c'est juste pour poser les gens devant une caméra, c'est pas passionnant, quoi. Donc ça s'est construit vraiment petit à petit, et j'ai eu la chance que tous m'aient dit oui, et qu'ensuite tous sur le plateau et au travail, ils étaient au travail. Donc ça c'était vraiment formidable. Et la musique? Alors la musique, je travaille toujours avec le même compositeur, qui s'appelle Guillaume Roussel, et qui est alors il a été formé chez Zimmer, pour ceux qui regardent des fois les génériques ou qui aiment la musique de film. Zimmer, c'est gros compositeur de grands films américains. Il vit à Los Angeles. C'est un type que j'ai rencontré il y a maintenant une dizaine d'années. Alors il a signé beaucoup de musique de Zimmer, parce que Zimmer fonctionne comme ça en fait. Il a un pôle, il a des gars, il est malin. Et en fait, il fait travailler tous ces gens-là, et puis il signe les musiques. Parce que c'est un grand musicien avant tout, mais il n'empêche que voilà, il a su s'entourer, et ensuite ces gens-là, ce que ça leur donne, c'est de la notoriété, et avec cette notoriété, ils commencent à exister par eux-mêmes. Et Guillaume Roussel est, à mon avis, un des grands compositeurs de musique de film,
Et moi, en travaillant avec lui sur chaque film, on bosse beaucoup en amont, avant le tournage. Je lui parle de références, je lui parle d'instruments, je lui parle de sensibilité, des fois même de couleurs, de choses qui sont un peu éloignées, ou de tableaux, ou des trucs qui me... Et puis on échange, et puis ensuite, quand je suis au montage, l'avantage de cette méthode de gens qui sont formés au cinéma américain, c'est qu'ils ont une réactivité qui est folle. Et du coup, le soir, avec mon monteur, on lui envoie des séquences, des petits bouts de séquences qui ne sont pas... c'est pas coulé dans le marbre, c'est-à-dire qu'on est en travail, et je lui envoie, et je lui dis, est-ce que tu peux m'envoyer dessus demain le thème avec, je sais pas, une flûte, ou un violoncelle, ou un truc comme ça, le thème dont tu m'as parlé la dernière fois, et à l'image près. Et ça, c'est un peu technique et tout, mais il travaille à l'image près, donc ça veut dire que la musique commence pile au début de la séquence et elle se termine pile à la fin de la séquence, alors que la séquence n'est pas du tout finalisée. Mais à chaque fois, je dis, bah non, tu vois, j'ai enlevé 24 images, bah, il enlève 3 mesures, il rééquilibre dans la nuit. Bon, c'est au-delà du génie du gars, il y a aussi cette technicité qui permet, quand tu es en train de monter ton film, d'avoir tout de suite des références que tu peux caler, c'est fabuleux. Et c'est un film social sur le combat des femmes aussi, non? Ah bah bien sûr, mais ça, pour le coup, c'est pas moi qui l'ai inventé. Mais effectivement, c'est très... Alors moi, je suis très... j'ai un rapport à ça, je veux pas surfer sur une mode. Moi, j'ai été élevé par des femmes, j'ai jamais pensé que les femmes étaient différentes des hommes, j'ai jamais pensé qu'elles étaient inférieures, que les hommes étaient supérieurs. Je n'ai pas été élevé là-dedans, quoi. Donc, ce qui se passe aujourd'hui, du retour de bâton de toute l'histoire, on va dire, qui a fait que les femmes ont été écrasées, opprimées, qu'on leur a dit taisez-vous, ne votez pas, machin. Enfin, on connaît tous l'histoire, on ne va pas se la refaire, et qu'aujourd'hui, il y ait une inversion du truc. Je dis, pour moi, c'est toujours pareil. Je ne sais pas si je suis féministe, ce que je suis, c'est humaniste. Pour moi, j'aime les humains, et alors peu importe leur sexe et tout ça, ça m'importe peu. J'ai rencontré des cons et j'ai rencontré des connes. Pour moi, l'égalité, elle est parfaite à tous les niveaux. Et que concrètement, il y a quelque chose que j'aime, c'est l'humanité. Ça me plaît. Les gens me plaisent. Et peu importe, alors franchement... ce que je trouve chouette, c'est filmer des femmes comme des femmes que je connais et tout ça. C'est un bonheur au cinéma de filmer des femmes comme de filmer des hommes, mais c'est fabuleux, par exemple, dans cette histoire-là, de voir cette petite femme au début du XXe siècle avec des codes écrasés, qui a aucune arme. Alors on se dit, oh la pauvre petite fille riche et tout ça, et qui finalement arrive à savoir qu'elle existe à partir du moment où elle n'a plus rien, et qu'à ce moment-là, elle devient sacrément costaud, et qu'elle prend les armes pour dire, eh ben en route les gars, je vais juste te dire un petit truc. Et cette notion-là, par exemple, c'est évidemment extrêmement jubilatoire. Et surtout quand quand on a des actrices comme Léa et d'autres à filmer, c'est super. Merci. Alors, monsieur, je crois qu'il y avait un monsieur au centre et après vous. Oui, bonsoir. Juste pour rebondir sur la musique, j'avais une petite question. Toutes les compositions ont été faites donc par un compositeur. Est-ce qu'il y a eu son mot à dire sur toutes les musiques autres qui ont été utilisées, comme par exemple le Pêcheur de perles au début, la barcarolle en plein milieu. C'est vrai que la musique prend énormément de place dans ce film et je trouve que tout s'enchaîne vraiment très bien et cet univers, autant les compositions que les morceaux choisis, sont vraiment en phase. Merci, et puis merci pour lui. Non, les choix additionnels, c'est des musiques que je voulais. Donc, Pêcheur de perles, c'est un morceau qui me bouleverse, et je voulais commencer le film avec ce morceau-là. Donc, ça c'était. Voilà. Pareil sur
dans le livre de Pierre Lemaitre, quand Fanny Ardant chante face à Hitler, elle chante en fait Le Secret, qui est un morceau qui a été donc créé par Guillaume Roussel pour la musique, et j'ai demandé à Pierre Lemaitre d'écrire le texte, parce que ça n'existe pas dans le livre, il y a juste le titre, mais on ne sait pas ce que c'est. Et donc après on a enregistré avec une chanteuse d'opéra et tout ça. Mais le fait qu'elle chante, j'ai eu un jour, quand j'étais en préparation du film, je me suis dit, il faut que au moment où cette chanteuse fait cet acte extrêmement puissant de ne pas chanter Wagner, de ne pas chanter ce qu'attend Hitler en 1934, il faut que ce soit quelque chose qui ait du sens, qui soit extrêmement populaire et qui soit fort. Et m'est revenu, mais vraiment comme une fulgurance, le chant des esclaves, parce que c'était les Juifs de Babylone et qu'il y avait dans l'opéra de Verdi ce moment-là, et que cet air-là, pour ne pas la citer, Nana Mouskouri l'avait chanté et c'était un tube. Et je me dis, les gens connaissent sans savoir ce que ça veut dire. Et du coup, je me suis dit, mais c'est ça qu'il faut qu'elle chante, le cœur des esclaves, elle seule, sans musicien, sans rien, et qu'elle envoie ça, évidemment, à la face d'Hitler. Et Pierre m'a dit, ah, super idée, machin. Donc ça, c'est pas du tout dans le livre, mais je trouve que typiquement, la force de ce moment-là, voilà, grimpe encore. Donc c'est pas des choix de Guillaume. Tous les ajouts, en général, dans mes films, quand il y a de temps en temps, d'ailleurs ça peut ennuyer les gens, mais j'ai souvent des musiques additionnelles qui sont des choses qu'en fait je me dis, dans certains films, les musiques, il y a un ou deux morceaux dedans qui sont des morceaux enregistrés et qui sont des morceaux auxquels pendant la préparation, je l'ai sur les images, quoi. Et je dis, ben non, mais il y aura ça. Mais Guillaume m'a jamais dit, oh, t'es lourd, c'est galère. Non. Chaque fois, il me dit, ah ouais, super. Et il a l'élégance et la grâce de lui enchaîner avec quelque chose qui fait que tu n'es jamais gêné, quoi. Typiquement, pareil pour l'enterrement au début, enfin après les pêcheurs de perles, quand on ressort dehors et que c'est. C'est pas un truc qu'on entend beaucoup en France, forcément. Mais moi, j'avais fait un film il y a très longtemps, enfin pas très longtemps d'ailleurs, mais assez longtemps, qui s'appelait Carnaval, et qui se passait au Carnaval de Dunkerque. Le Carnaval de Dunkerque, il y a toutes les heures. Alors c'est dans une énorme salle qui s'appelle Cursal, bref, tout le monde est déguisé, les hommes sont déguisés en femmes et les femmes en hommes, en pirates, en tout comme ça, et pendant 3 jours au moins, parce que ça dure 1 mois et demi le carnaval, mais il y a un moment qui s'appelle les 3 Glorieuses, où pendant 3 jours, personne ne dort. Et les gens, personne ne sait qui est qui. Et les femmes et les hommes sont d'accord pendant 3 jours, les couples et tout ça, on ne se voit pas. Donc c'est un moment très particulier, et c'est des milliers de personnes. Et puis toutes les heures, il y a ce qu'on appelle le salut à Copinard. Et en fait, c'est sur cette air-là, il y a une chanson voilà, du Nord. Alors, bon, évidemment, je ne peux pas la chanter ici, hein, ça serait ridicule, mais c'est un moment où vous avez des milliers de personnes de tout âge, de tout sexe, déguisées. Et où vous avez les poils qui se dressent sur cette air-là. Et je me suis dit, c'est vrai que c'est beaucoup plus anglo-saxon et tout ça, même si en France aussi on a cette musique, mais je trouve qu'elle a quelque chose de solennel et d'extrêmement puissant. Dès le départ, c'était ce morceau-là, sur le plan, voilà, avant que le gamin, évidemment, se jette. Et ce sont des vrais musiciens? C'est des vrais, oui, c'était la garde républicaine, je connais les musiciens de la garde républicaine. Ça, parce que pour l'histoire, je suis musicien militaire et c'est très rare, mais les trombonistes jouaient vraiment les bonnes notes. Oui. Non, mais j'y tenais beaucoup parce que justement, j'ai eu la chance de faire beaucoup de films où voilà, tu vois un gars jouer de la guitare et c'est de la flûte, quoi. Et tu fais, c'est quand même super étrange. Donc voilà, j'ai essayé ce qu'on soit à peu près raccord là-dessus. En tout cas, merci bien. Merci. Merci, monsieur. Alors, je crois, monsieur, c'est ça? On oublie d'intervenir.
Et après, il y a... Et je bonsoir, merci pour ce film, j'ai adoré aussi. Moi, je voulais poser la question. Donc, j'ai adoré ce film, mais il est quand même très très manichéen. Les méchants sont méchants, les gentils. Il y a juste Léonce qui est un peu plus ambigu. En boutade, les deux salauds, c'est deux Belges. J'espère que c'est pas. Ou inconscient, alors ça serait peut-être pire. On le sait tous. Il sait que je le suis à moitié, c'est pour ça que je le donc, est-ce que c'est vous qui avez choisi d'adapter le livre et si oui, qu'est-ce qui vous a particulièrement séduit dans le livre pour avoir envie de l'adapter? Oh, il y a beaucoup de choses qui m'ont séduit, beaucoup. Mais là où je vous rejoins pas tout à fait. Alors, oui, il y a des. Ce qui m'intéresse justement chez les méchants, c'est qu'est-ce qui fait qu'on est méchant, quoi, ou qu'est-ce qui fait qu'on le devienne. Et je trouve que justement tout le travail moi, que j'ai essayé de faire avec Benoît là-dessus, je pense que typiquement, et c'est ce que je cherchais à chaque fois, où je lui disais, pense toujours à ce déni, à ce moment où tu as été rejeté, quoi. C'est-à-dire que et tout est bâti sur quelque chose dans ses yeux. C'est comme si la claque de trop était fondamentale et il a été au service de cette famille. Il est amoureux de cette femme depuis toujours. Le père meurt et il y a quelque chose, il s'est raconté le monde autrement. Et il était absolument dans quelque chose voilà. Tout ça est d'une logique implacable et c'est fabuleux. Ça y est. Il a fallu que j'attende tout ce temps-là, mais ça y est, j'y suis. Et là, il se prend une baffe. Et en fait, pour moi, c'est fondateur des frustrations chez beaucoup de personnes qui peuvent se comporter de manière extrêmement violente, agressive ou tout ça, sur l'espèce de petite goutte où tout à coup, il croit qu'il va se venger de tout ça. Il croit qu'il va réparer cet abandon, ce truc-là, en se disant je vais prendre du pouvoir, je vais t'écraser, je vais devenir quelqu'un, et là tu vas me regarder autrement, et là et en fait ça n'arrive jamais, parce que ça n'existe pas, ça marche pas comme ça, quoi. Et je trouve que le regard qu'il a, et que je cherchais dans tous les moments où il est face à elle, à chaque fois qu'il lui fait du mal, il a mal. Il y a toujours un moment où il a une sorte de truc de dire, tu vois, et en même temps il n'est pas comblé. C'est pas comblant en fait, ça nourrit pas, quoi. Il creuse le vide, quoi. Il y a quelque chose qui s'abat. Et sur le personnage de Charles, les deux personnages sont comme ça hein, dans le livre. Je pense que Gourmet, typiquement, c'est l'image même d'une forme de bêtise d'en haut. C'est-à-dire que c'est pas un méchant. C'est un mec qui est bête, et qui est la dernière roue du carrosse chez les députés, il y en a beaucoup, hein, qui arrivent, qui accèdent quelque part, et qui sont dans une sorte qui trimballent une bêtise, mais tu vois que la vie qu'il a est une vie nullissime. C'est-à-dire que les méchants ne sont pas... C'est-à-dire qu'il est... moi ça me touche en fait, et d'ailleurs à la fin elle le sauve parce qu'il est bête et parce que c'est le frère de son père. Et je me dis dans les familles, combien de fois par exemple la bêtise a pu déclencher de la méchanceté, mais hyper souvent. L'aspect festen, on a tous vécu à un Noël ou un anniversaire ou un enterrement, tout à coup t'as un oncle, une tante, un cousin qui se lève et qui dit mais t'as toujours été une salope. Et d'où ça vient, quoi? Qu'est-ce que c'est que cette... Et en fait une sorte de rancœur, de quelque chose d'extrêmement violent, et on se dit ah ouais mais c'est dommage que ça arrive comme ça, quoi. Il aurait fallu en parler avant. Et pour moi il représente ça, c'est-à-dire qu'il est à la traîne, quoi. Et ce qui est assez humoristique et qui y a aussi dans le livre, c'est ces deux jumelles qui sont quand même voilà, un vrai phénomène de problème de nature. Non, mais je veux dire, voilà, dans la salle, il y a le papa de mon épouse qui est chirurgien esthétique. Je pense qu'il a réfléchi pendant le film à se dire on peut faire quelque chose là. Il y a sûrement un truc à faire pour arranger, parce qu'il y a quelque chose. Et typiquement, dans cet humour-là, ou dans cette manière de traiter le sujet,
c'est de voir à quel point cet homme-là est dans une sorte de déni. Il ne va jamais bien, en vrai. Et puis, il peut dire des choses d'une cruauté absolue, mais plus par bêtise que par méchanceté, vraiment. Donc, c'est pour ça que j'ai trouvé intéressant Les Méchants. La seule chose, c'est effectivement le rôle de Jérémy Lopez, dont parlait monsieur qui joue Max Linder en ce moment, qui est un acteur remarquable, et qui joue, alors pour le coup, le prescripteur, et qui, lui, alors, voilà, là, on parle de maladie, quoi. On parle de gens qui, voilà, qui sont traumatisés et qui font du mal. Mais les autres, c'est d'une autre nature, je trouve. Et je trouve intéressant. Et le fait qu'il soit belge, c'est plus parce que en Belgique, vous avez des bons acteurs. Ouais. Merci. Puis on embrasse la Belgique. Alors, on vous écoute à gauche. Bonsoir et bravo déjà Merci. pour cette magnifique mise en scène. Et je voulais vous demander si vous aviez des films qui vous ont influencé dans la mise en scène, et si oui, lesquels? Alors je pense qu'il y a sûrement beaucoup de films qui ont dû m'influencer, mais alors moi j'ai cette naïveté qui est pas loin d'ailleurs de la bêtise. C'est-à-dire je suis suffisamment naïf pour, à chaque fois que j'attaque un projet, je crois toujours que j'invente. C'est-à-dire, j'ai la conviction profonde de me dire, voilà, on va faire ce plan-là, et puis elle va en faire. C'est comme si j'inventais le cinéma en faisant des films. Alors, il y a des plans où, effectivement, on les invente parce que je dis, ah non, mais j'aimerais qu'on passe par là et qu'on fasse ceci. Alors, on fabrique des trucs en métal et tout, ce qu'on appelle les grues polonaises. C'est-à-dire, on se débrouille avec des bouts de métal pour faire des plans un peu complexes parce que j'ai envie qu'on passe comme ça et que. Voilà. Et je suis toujours dans cette espèce d'excitation, de bonheur à fabriquer. Et puis une fois que le film est fait, une fois qu'il est terminé, que le DCP est rendu, c'est-à-dire que la copie est terminée, je regarde le film et je me rends bien compte que j'ai rien inventé du tout. Et qu'il y a des gens beaucoup plus talentueux que moi et qui ont dû m'inspirer tout, en fait. Mais la seule force que j'ai, je pense, c'est que toutes ces influences ne m'empêche pas de croire que j'invente. Et donc la sincérité que j'ai à faire les films, elle est totale. J'ai jamais une référence de plan. Je me dis jamais ah ben tiens, ça c'est John Ford dans La prisonnière du désert, et là on fait arriver, non, ça je vais faire Mankiewicz, ça je vais faire Duvivier, j'y pense jamais. Alors que tous ces gens-là inventent le cinéma, et d'autres plus récemment, hein, mais je veux dire, je pense que et c'est pour ça probablement aussi que je ne suis pas cinéphile et plutôt cinéphage. C'est-à-dire, je peux bouffer vraiment beaucoup de films, mais je ne veux pas les analyser. Donc, les bouquins, c'est pareil. Je les lis, mais je n'ai pas envie d'en faire, peut-être aussi parce que je n'en ai pas la capacité, mais j'aime bien cette idée de me sentir libre à réaliser sans être coincé en me disant oh, non, j'ai fait pareil que dans Psychose. C'est le même plan. Donc voilà, je ne suis pas embarrassé en fait. Je suis plutôt gai. Enfin, gai, joyeux. Merci. Monsieur au premier rang. Ah, Pardon, vous étiez deux, effectivement. Ah oui, ils sont toujours deux. Bonsoir, bravo pour le film. Et moi j'avais juste une question, enfin vous avez déjà partiellement répondu, mais quel thème vous avez envie de retranscrire, enfin du roman vous avez envie de retranscrire dans le film, et est-ce que vous connaissiez déjà l'auteur avant? Alors Pierre Lemaître, oui, je l'ai connu avant, donc ça voilà. Et j'aime énormément ce homme-là, et je suis évidemment très flatté qu'il me propose avec Gaumont et avec Camille Tromer qui me propose les trois de réaliser le film. C'est extrêmement flatteur et j'étais très excité. Et les thèmes, je ne vais pas vous dire les thèmes, alors je ne dis jamais pourquoi j'ai fait les films et ce que je veux raconter dedans, parce que je pense que chaque personne qui regarde un film, voilà, se l'approprie. Et je pense que les thématiques qui vous ont, vous, touché ce soir, ou qui vont rebondir, que j'ai voulu le faire ou pas, vous avez raison. Voilà. C'est à vous. Donc tant mieux. Si ça a allumé des trucs quelque part, je me dis c'est top. Mais moi, évidemment, je suis la fille
Il n'y a pas un plan, il n'y a pas une chose dans le film où je ne me dis pas, je ne raconte pas quelque chose. Mais je le garde pour moi. Monsieur. Bonsoir. Bonsoir. Alors, félicitations pour votre film et bravo, parce que je ne sais pas comment vous faites. Il y a moins d'un an, vous veniez présenter C'est magnifique que vous aviez écrit, réalisé et joué. Vous réalisez celui-là dans la foulée et vous avez joué dans un film de L'ombre du mensonge de Bully Lanners, un autre Belge. Et juste une petite question, pourquoi de tous les personnages, vous êtes le seul à ne pas avoir de prénom? Parce que j'en ai un dans la vie qui est très encombrant. non, je sais pas. Pour les films, je peux vous expliquer, c'est la Covid. C'est-à-dire qu'évidemment, C'est magnifique est sorti en juin et celui-ci sort là. Évidemment, je n'ai pas tourné les deux films aussi proches. Voilà, la Covid aidant, c'est des calendriers de la fin Covid qui génèrent ça. Il a un prénom en fait dans le roman, il s'appelle Lucien. Mais je ne vois pas à quel moment on peut l'appeler Lucien, parce qu'il y a qu'elle qui pourrait l'appeler Lucien. Et pour elle, ça a toujours été Monsieur Dupré, puisque c'était sa patronne. Et dans ce Monsieur Dupré, je pense qu'il y a au bout d'un moment, ils s'en amusent les deux. Il y a une sorte de connivence à cet endroit-là. Et du coup, il y a une sorte de jeu de plaisir et voire de jeu amoureux. Au départ, c'est pour le boulot, et puis petit à petit, manifestement, entre les deux, il se passe quelque chose. Et ils arrivent à casser les clivages de ces différences sociales et de ces points de vue qu'on pourrait avoir. Justement, c'est elle qui vous dit « Appelez-moi Madeleine ». Ouais. Mais vous auriez pu lui dire, bon, je m'appelle Lucien, Paul Jacques. Mais non, vous lui dites rien, vous ne lui dites même pas. Non, c'est vrai. On va retourner la scène. C'est vrai. Et je me permets, vous aviez pensé à ce personnage tout de suite, pour vous justement ou... Ah non, pas du tout. Moi, je pense jamais à moi dans mes films. Alors, je l'ai déjà, je crois, expliqué et tout ça. C'est pas voilà, je fabrique pas des films pour jouer dedans. J'ai la chance d'avoir suffisamment de propositions et d'être depuis des années dans des films, au théâtre et tout. Je n'ai pas de frustration, donc je ne fais pas du cinéma pour m'approprier des rôles, pas du tout. Mais voilà, le cinéma étant ce qu'il est, il est un art et il est aussi une industrie. Il s'avère que dans l'industrie du cinéma, c'est de l'argent, monter des films, c'est trouver de l'argent, c'est avec des partenaires financiers qui sont souvent des chaînes de télé et divers partenaires, et plus vous avez des gens reconnus, ou en tout cas populairement reconnus, plus ça aide à monter les films. Donc quand il y a un rôle, je pense à deux acteurs pour le jouer par exemple, le premier est très séduit, mais me dit « Ah oui, mais dans le calendrier, je ne vais pas réussir à le faire », que le deuxième me dit « Ah, je ne me vois pas jouer ça aujourd'hui ». Avec les producteurs, on a des listes, quoi, un peu quand même. Et mon nom, il est dans la liste par définition, enfin comme ça, quoi. Et quand tout le monde tourne la tête vers vous en disant bon bah, pourquoi pas, ce serait une bonne idée, non? Donc au début, tu fais non. Et puis au bout d'un moment, la coquetterie, tu dis non, laissez-moi une semaine, 2 semaines, je vais réfléchir. Et dans ce moment-là, en général, voilà, je me dis, si on me proposait le rôle, alors j'imagine quelqu'un que j'aime bien qui me propose. Je me dis, si un tel te proposait le rôle, je lis le scénario, et je me dis, ouais, en vrai, je dirais oui. Je dirais oui, parce que. Et à partir de ce moment-là, une fois que je me dis oui à moi, ou au producteur, voilà, on dit allez, on y va, et puis j'ai plus de questions. C'est-à-dire, c'est plus un problème. Mais au départ, je suis jamais dans les distributions. Non. On m'a dit, tu dis très souvent, ça nous convient, non? Non, la pire chose, ce que je dis souvent, c'est que mon angoisse, c'est un jour si j'ai la chance de faire d'autres films, si c'est pas le dernier, et que je fabrique d'autres films, et que je joue dedans, et que parce que je joue dedans, ça gâche le film, ça c'est une angoisse absolue. C'est-à-dire que c'est le cauchemar. Tu peux pas imaginer
de dire, mon Dieu, comment on n'a pas vu qu'il fallait pas que je joue dedans. Enfin, voilà. Et ça, c'est pour ça que j'essaye de me poser à chaque fois avant en me disant, tant que tu n'abîmes pas ton propre film, ça va. Mais c'est l'angoisse. Ça serait vraiment un pur cauchemar. Mais c'est pas possible. Si, c'est possible. Alors, on a le micro arrive. 2 micros arrivent pour vous. C'est une question en stéréo. Alors. Stéréo, voilà. Bon, salut Clovis. Ah bah si jamais quelqu'un a besoin de faire quelque chose, c'est le chirurgien. Je vous le dis. Ceci dit, c'est une vedette dans le coin, donc beaucoup doivent le connaître. Bon, tu as abordé tellement de thèmes dans ce film. C'est vraiment merveilleux, parce qu'on peut parler longtemps de musique, après mais je comprends que pendant la Covid, on ne t'ait pas beaucoup vu. Hein, parce que tu me disais toujours, je suis très très occupé, et j'ai vu où tu étais. Mais justement, où étais-tu? Tu l'as tourné où? Alors, le film a été tourné en grande partie à Paris et en grande région parisienne, pour tout ce qui est le château et tout ça. Et puis, en fait, au départ, on devait tourner, et ça a été un gros coup très compliqué pendant le tournage, parce que il y avait toute une partie qui était censée se tourner en Tchéquie, à Prague. Et donc, on a fait tous les repérages là-bas, trouver des décors, trouver les figurations, trouver les petits rôles, tout ça. Et pendant le tournage, au bout de 4 semaines, les producteurs m'ont dit on ne peut plus partir à Prague. Avec la Covid, c'était interdit. Et donc, d'être en plein tournage et de se dire on a 4 semaines à Prague qu'il faut rapatrier à Paris sans avoir les décors, sans avoir les acteurs, sans avoir l'organisation, donc ça voulait dire que pendant en fait les semaines qu'on tournait à Paris, il a fallu que tous les week-ends on puisse aller repérer d'autres décors, organiser le tournage d'après pour pas que ça s'arrête. Et ça a été, ça aurait pu être très très piégeux, ça aurait pu être une catastrophe même pour le film. Et là, heureusement, j'ai eu Gaumont avec moi, parce qu'ils produisent le film, ils sont distributeurs du film, mais ils voyaient les rushs, c'est-à-dire les images que je tournais au jour à jour, ils avaient... et en fait, en voyant les images, quand ils m'ont dit on part plus à Prague, j'ai dit ah, mais attendez, parce que évidemment on partait à Prague pour tourner une partie parce que c'est moins cher, et parce que je pouvais du coup faire des choses qui en France coûtaient plus cher. J'ai dit ouais, mais déjà j'ai pas les décors, et en plus, moi je peux pas... l'exigence que je me suis fixée et que je vous ai promise, je ne peux pas la tenir avec l'économie praguienne pour la deuxième partie du tournage. Et ils m'ont dit, à ce moment-là, Clovis, tu ne penses pas à ça, on adore ce qu'on voit, donc on rajoutera ce qu'il faut. Donc trouve tes décors comme tu veux en France, et essaye d'être le moins machin, mais voilà, on est là. Et pour le coup, effectivement, ça fait un surcoût pour le film, mais concrètement, ils m'ont suivi, et ça, c'est un travail de producteur qui est extrêmement important, parce que ça aurait pu être une catastrophe pour le film. Et puis après, j'ai dormi un petit peu après le tournage. Les week-ends n'étaient pas des week-ends. Bonsoir. Madame. Magnifique film, bien sûr. Je ne fais que redire ce qui a été précédemment mentionné. J'ai une question. Pourquoi avoir laissé à Solange sa langue maternelle? Bien sûr, on entend la douceur et aussi la force de cette femme, mais j'aurais aimé, pas à Solange, je voulais dire... Non, on est d'accord, on s'est tous compris, tout va bien. Comprendre ce qu'elle pouvait dire de temps en temps. Voilà. En fait, dans le livre, c'est comme ça. C'est-à-dire que ce qui est assez, et je trouvais ça assez gonflé, et je trouvais ça très beau, c'est-à-dire que ça raconte pour moi quelque chose qui va au-delà de l'anecdote, du fait qu'on ne comprend jamais ce qu'elle dit, c'est qu'en fait, on n'a pas besoin de la langue pour se comprendre. Et que ça permet d'aller jusqu'au bout du process, et de se dire que ça n'est pas forcément cette nécessité. En fait, il y a on va dire la langue du cœur, il y a quelque chose qui est évident. Même dans les intonations, je comprends ce qu'elle dit, alors je ne comprends rien à ce qu'elle dit, et je sais exactement ce qu'elle dit. Et ça, c'est... et quand on voyage, pour ceux qui ont la chance de voyager et tout ça, moi j'ai eu cette chance-là, et
combien de fois je me suis retrouvé dans des pays avec des équipes techniques à travailler avec eux qui ne parlent ni anglais ni français, et où j'ai eu des conversations, quoi. C'est-à-dire que tu fais, mais tu repenses après, tu fais, mais c'est fou, quoi. Comment... Et en vrai, il y a quelque chose qui nous dépasse à ce moment-là, et j'aimais bien cette idée-là. Et comment cette femme, justement, la manière dont elle parle à ce gamin, il comprend de quoi elle parle. Ça aurait été pour le coup, à mon avis, dommageable de se dire voilà, maintenant j'ai appris un peu français. Bon, ouais, je trouve que c'est tellement plus beau. Tu fais bah ouais, génial. Et il y a à manger, je génial. Moi je me dis c'est cool. D'autant plus que ce personnage, comme vous l'avez brossé, dégage une énergie extraordinaire. Et à propos de votre... Je ne pensais pas vous connaître. Et j'ai vu Carnaval. Et dans Carnaval, eh bien, on retrouve ce rapport justement des différences de classe, de l'humanité. Ça m'avait frappé. Et puis, à propos de votre rôle dans ce film, au milieu de tous ces acteurs que vous menez, gourmets, tellement fragiles sur la fin, complètement désorientés, c'est magnifique. Et je comptais, vous voyez, espérer prendre le micro et donner une mention spéciale pour le chauffeur. Donc, merci. Ça donne une belle longue vie parce que c'est du grand cinoche. On va une dernière intervention. On va peut-être aller se coucher, non? Alors, en espérant voilà, que surtout vous ayez passé un bon moment, vive le cinéma, vive l'amour. Voilà. Merci. Mesdames et messieurs, Clovis Cornillac, le film qui sort le 9 novembre.